Monsieur le Président, bonjour. Avant de débuter cet entretien, je tenais sincèrement à vous remercier au nom des équipes de l'Opinion et de 35 degrés Nord d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur de notre conférence. Il nous est apparu particulièrement important de rendre compte de l'expérience algérienne après les événements majeurs qu'a connus votre pays. Monsieur le Président, vous avez été élu dans un peu moins d'un an après le début des plus grandes manifestations populaires de l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Les incidences, nous pouvons le dire, ont été exceptionnelles puisqu'elles ont entraîné la démission du président Bouteflika et la désignation d'un gouvernement intérimaire dont la feuille de route a été notamment d'organiser les élections présidentielles de décembre 2019. Quelles ont été, dans ce climat très particulier, les premières décisions que vous avez prises pour restaurer l'autorité de l'État? C'est vrai, le 22 février 2019, pratiquement toute la population, sinon l'extrême majorité de la population est sortie dans la rue pour exprimer son ras-le-bol de tout ce qui se passait depuis 2 ou 3 années au préalable et qui s'est terminé par une genre de comédie d'élection pour le 5e mandat, sachant que le président était totalement impotent, qu'il ne pouvait plus s'exprimer, il ne pouvait plus parler, ni marcher, et que cela allait déboucher sur une catastrophe pour le pays. Là, le Hirak béni, comme on l'appelle, a pratiquement mis fin à cette comédie. Et de là, protégé par l'armée, protégé par les services de sécurité pour qu'il garde son pacifisme et pour qu'il ne soit pas provoqué, ce mouvement populaire extrême et pacifique, très civilisé, très civilisé, pendant pratiquement toute la durée de cette marche, il n'y a pas eu un seul lampadaire ou une seule vitrine touchée. Donc c'était une maturité extrême d'un peuple qui a su s'exprimer de manière très politique et très pacifique en même temps. Après les élections, le fait que le Hirak ait été pour les élections, déjà au préalable, ça légitimait ces élections-là. En plus du fait aussi que le Hirak en lui-même avait 3 ou 4 doléances majeures, plus auxquelles s'ajoutaient peut-être des petites doléances de groupuscules. Doléance, c'était d'arrêter le processus électoral, d'arrêter le 5e mandat, de s'interdire et d'interdire à tout le monde la prolongation du 4e mandat et d'aller vers un changement radical dans la gouvernance du pays. Donc c'est après les élections, qui ont été les premières élections de l'avis de tout le monde, y compris des candidats qui étaient en course avec moi pour la présidence, c'est les premières peut-être élections très propres, très transparentes, qui assuraient une légitimité totale. Le plus difficile à faire, c'était de regagner la confiance de ce peuple désabusé par un grand nombre d'années de gestion de pays de manière parfois très folklorique et parfois qui tenait de la République bananière. Il fallait regagner la confiance, expliquer à toutes les Algériennes et tous les Algériens que le changement était possible, comme ils l'ont demandé, de manière pacifique, mais que le changement devait être radical. Et comme je m'y étais engagé durant la campagne électorale, et même avant, que l'édifice que nous allions construire ensemble, avec l'acceptation du peuple, femmes et hommes, était d'abord le soubassement de tout changement de gestion d'un État, c'est la Constitution. Donc je m'étais engagé pour que la première pierre soit la Constitution. Mais au préalable, il fallait pratiquement changer complètement de comportement vis-à-vis de la population, dans le cadre de la gestion, aussi bien locale, régionale que nationale. Nous nous sommes attelés à le faire par des changements quotidiens, même dans le vocabulaire utilisé jusqu'alors,
la démarche des responsables locaux, le respect le plus total pour la vie des Algériennes et des Algériens. Ça a duré ce que ça a duré. La paix est revenue, la sérénité est revenue. Je ne dirais pas que la confiance est revenue totalement, mais on est sur le bon chemin pour le retour de la confiance des Algériennes et des Algériens en leur État et en leurs responsables et à leur tête, le président de la République. Entre-temps, nous avons entamé beaucoup d'opérations de changement, de gens qui n'étaient pas convaincus du changement ou des gens qui se sont impliqués de manière très condamnable dans les événements, avant les événements et dans la gestion des affaires publiques. Les changements ont touché pratiquement tous les corps de l'État. Tous les corps de l'État sans exception. Et ensuite, nous nous sommes attelés, malgré le Covid, lequel Covid, la pandémie, a été un handicap pour des pays beaucoup plus puissants que nous, aussi bien économiquement que du point de vue organisationnel, des pays bien assis dans la démocratie. Ben, malgré cela, nous avons fourni tous les efforts nécessaires pour que cet avant-projet de constitution soit le reflet réel de la demande populaire de changement. Monsieur le Président, ce projet de révision constitutionnelle a été adopté par l'Assemblée populaire nationale récemment. Il sera soumis au référendum le 1er novembre prochain et pourtant, certaines ONG et personnalités algériennes continuent à dénoncer la répression à l'égard de certains journalistes et militants. Quelle est votre ligne de conduite en la matière et cette nouvelle constitution intégrera-t-elle les questions relatives aux libertés d'expression? Nous avons dépassé de très loin maintenant la période de l'unanimité et de l'unanimisme. Il est clair qu'il y aura toujours des voix discordantes. Chacun voit les choses à sa manière. Une république, d'autant plus qui essaye d'entamer une vraie démocratisation de la vie publique, la vie politique essentiellement, tient compte de l'avis, bien sûr, de la majorité, tout en respectant les avis minoritaires. Maintenant, les ONG, je vous le dis franchement, c'est ma manière de parler, c'est ma manière de faire. Il y a ONG et ONG. Il y a des ONG qui sont très stigmatisées pour leur accointance, pour leur manière de voir les choses, de négativiser beaucoup de choses. Il y a d'autres ONG très très respectables et nous tenons compte beaucoup de leur avis. Pensent qu'il y a répression, il n'y a pas répression, il n'y aura pas répression, je m'y suis engagé. Il y a protection de l'ordre public. C'est ce qui se passe, même dans le pays où vous êtes, en France. Quand il y a violation du droit du citoyen à la sérénité et à la vie paisible, ben, l'État doit intervenir. C'est ce qui s'est passé, mais à aucun moment l'État, les arrestations ne se sont faites sur la base des idées ou des slogans ou du fait d'être opposant à ce qui se fait. On nous reproche bien sûr d'avoir arrêté des journalistes, Je peux vous donner ma parole qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour le fait d'être journaliste. Plus grand respect. Nous avons actuellement dans le pays énormément de journalistes. Nous respectons la presse, comme de tout temps. Moi-même, j'en suis convaincu. Et ça, je crois que beaucoup d'amis dans la presse le savent depuis le temps où j'étais ministre de la Communication et de la Culture. J'ai toujours voué le plus grand respect à la presse et je n'ai jamais fait la différence entre la presse publique et la presse privée. Seulement, le fait d'être journaliste, bien sûr, comme partout ailleurs, ne donne aucune immunité concernant le désordre, concernant l'atteinte à l'ordre public.
Lors de votre campagne présidentielle, Monsieur le Président, vous êtes présenté comme le candidat des jeunes. Comment comptez-vous promouvoir le renouvellement générationnel dans le paysage politique national? Effectivement, c'est l'un de mes engagements essentiels. Avant-hier, j'ai commencé à concrétiser ce changement auquel je tiens et auquel tous les Algériennes et toutes les Algériennes et tous les Algériens tiennent, à savoir créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, permettre aux jeunes de s'émanciper économiquement, ne pas être obligés de montrer patte blanche à tel ou tel oligarque pour pouvoir émerger. L'État est là, l'État va les aider à émerger en tant que force économique réelle du pays. Donc l'intégration des jeunes dans la vie économique, nous avons commencé sérieusement avant-hier, après de longs préparatifs, aussi bien financiers que juridiques. Et maintenant, les start-up algériennes deviennent une réalité. Sur le plan politique, je me suis engagé à introduire le maximum de jeunes au niveau des instances élues, y compris à l'instance suprême élue après la présidence, c'est l'Assemblée nationale. Ils seront là pour représenter le peuple de manière, disons, beaucoup plus moderne, beaucoup moins affectée par toutes les déviations et les déviances qu'il y a eu dans ce pays-là, parce que les jeunes sont restés honnêtes, sont restés propres, n'ont pas répondu au chant des sirènes des oligarques, et à ce titre-là, ils méritent de gérer le pays. Nous avons actuellement une population de 75% de moins de 35 ans, et il est tout à fait naturel que ce soit eux qui gèrent le pays. C'est la majorité. Bien sûr, avec les conseils, avec l'aide de leurs aînés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et j'espère avoir une assemblée qu'on arrivera démocratiquement, par des élections très transparentes, à avoir une majorité de jeunes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées du wilaya et au niveau des municipalités. C'est pas forcément issu des partis politiques, ça peut être... Quel que soit. Si les partis politiques présentent des jeunes, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose et j'adhérerai à leur démarche. Sinon, la société civile aussi peut présenter des jeunes, des professeurs d'enseignement supérieur, des jeunes magistrats, des jeunes avocats, des jeunes universitaires. Vous savez, c'est un pays qui sort 250 000 universitaires par an. Il n'est pas normal que l'université soit simple un distributeur de diplômes. Ils sont là, ils ont l'intelligence, ils ont le patriotisme nécessaire, et maintenant on leur ouvre la voie pour accéder aux plus hautes instances de gestion de ce pays-là. J'ai misé sur les jeunes et j'ai misé sur la société civile. J'ai dit que j'étais candidat des jeunes et candidat de la société civile, et je me suis interdit d'être le candidat d'aucun parti, aussi puissant soit-il. Monsieur le Président, il y a eu des bouleversements politiques majeurs sur le continent africain depuis 2011. Ça a commencé avec la révolution tunisienne. Voyez-vous une similitude dans ces révoltes populaires avec la situation algérienne? La situation algérienne, vous savez, nous prévalons d'abord de l'exception. Et nous sommes exceptionnels. Nous sommes en Afrique et dans le Maghreb et même dans le monde arabe. Nous sommes le seul pays qui s'est libéré après une guerre de libération très longue, très coûteuse, et après une révolution contre la colonisation et tendant à pratiquement rejeter toute l'organisation telle qu'a été laissée par le colonisateur, l'ex-colonisateur. Donc, et de là, nous étions connus pour un État révolutionnaire, un État qui a des principes de liberté interne et d'aide totale au peuple qui veulent se libérer. Cela ne diminue en rien ce qu'ont fait les jeunes Tunisiens. Ils ont mis, c'est pratiquement le rejet de l'héritage politique qu'ils ont eu depuis leur indépendance,
Nous, tous les Algériens ont adhéré à la démarche de nos frères et sœurs tunisiens. On leur souhaite la plus grande réussite et nous sommes en train de les aider en ce sens. Pour l'Algérie, c'est différent. L'Algérie n'a pas subi ce qu'ont subi les pays arabes, ce qu'on a appelé, entre guillemets, le printemps arabe. Nous sommes le 5 octobre et c'est l'anniversaire de la plus grande révolution qu'a connue le continent africain et arabe, le 5 octobre 1988. C'était là notre propre printemps, tout à fait autochtone, tout à fait interne, tout à fait algérien. Et nous sommes passés du parti unique à pratiquement 69 ou 70 partis en l'espace de quelques mois. Des pas de démocratie, d'entrer dans la démocratie, des pas de géants. La presse, nous sommes passés de 4 ou 5 journaux publics à pratiquement, à l'époque, une centaine de journaux privés, tous aussi caustiques les uns que les autres. Et puis, la société s'est complètement métamorphosée, le pouvoir aussi. Le multipartisme a aidé à l'introduction de nouvelles idées dans la démarche politique, dans la démarche économique. Le pays a commencé à rentrer dans le libéralisme pour sortir de l'économie administrée, de l'économie socialiste entre guillemets. La première démarche a été la loi présentée par le gouvernement Hamroche, que je salue, qui a été la loi sur la monnaie et le crédit et qui ouvrait beaucoup de perspectives à la nouvelle économie algérienne, à la nouvelle démarche économique. Malheureusement, il y a eu des rapages et nous sommes rentrés dans les ténèbres de la transition. Ça a duré une dizaine d'années avec un nombre de victimes incalculable, avec des pertes économiques énormes qu'on évalue en des dizaines de milliards de dollars. Ensuite, on a essayé de reprendre normalement le cours des choses. Et à la fin des années 2014, commençait à avoir les déviations. C'était pratiquement le pouvoir personnel adossé à, les gens appellent ça oligarchie, moi j'appelle ça de la kleptocratie. C'est une vraie kleptocratie qui s'est emparée des richesses du pays et ça a donné le Hirak Bini du 22 février 2019. Donc pour les révolutions, je pense que vous allez me poser le problème du Mali, de ce qui se passe au Mali. Les pays maghrébins, en principe, ont fait leur mieux. Nous, on pense qu'on a fait notre mieux, qu'on continue à la faire. Nos frères tunisiens l'ont fait. L'Afrique, le reste de l'Afrique, est resté pratiquement sur l'héritage colonial, malheureusement. Et la misère aidant, la pauvreté, la non-structuration réelle de l'État a fait qu'il y a une certaine fragilité dans la gouvernance. Cette fragilité, je souhaite personnellement que ce qui s'est passé au Mali ne soit pas le début d'un printemps africain. Dans un tweet récent, vous avez affirmé que la solution malienne serait à 90% algérienne. Que préconisez-vous pour sortir le pays de sa crise politique? La crise malienne est triple. Il y a une crise politique, de gouvernance, de remise en cause presque générale de la gouvernance telle qu'elle s'exerçait par IBK, doublée d'une fragilité économique et sociale extrême, et c'est ça le terreau d'ailleurs, le terreau de toutes les menaces qui guettent aussi bien le pays frère du Mali que les autres pays africains. Troisièmement, c'est aussi des pays jeunes. Démographie aidant, c'est des pays très jeunes auxquels on présente un schéma de gouvernance qui est à la limite de celui qu'ils avaient à l'indépendance. Il faut tenir compte de ça. Moi, je pense que pour l'Afrique, d'une manière générale, et pour nous-mêmes aussi, la démocratie est le seul terreau favorable
à tout développement humain, à tout développement économique. Maintenant, la solution malienne est à 90% algérien. Ça, c'est une vérité géographique et historique. Depuis leur indépendance, depuis notre indépendance en 1962, il n'y a pas pratiquement 2 ou 3 mois, un trimestre, un semestre où on ne s'est pas occupé du Mali et à régler les contentieux ethniques, les contentieux géographiques, les contentieux entre différentes régions du Mali. Depuis notre indépendance, nous aidons comme nous pouvons le faire. Moi-même, j'étais à un moment donné Wali, préfet chez vous, dans une région limitrophe avec le Mali. J'avais des contacts, même des déplacements fréquents avec le gouverneur de Gao, avec le gouverneur de Tombouctou. On aidait avec ce qu'on pouvait. Personnellement, j'ai fait des forages, j'ai construit 1 ou 2 écoles. C'est pour aider nos frères maliens. Le 4e, si je peux dire, problème qui se pose actuellement au Mali, c'est un problème, disons, je n'ose pas dire de séparatisme. Il n'y a pas d'esprit séparatiste au Mali, mais cette dichotomie entre le sud et le nord. Le nord du Mali, qui est plus sous-développé que le sud lui-même, a besoin de développement. C'est un problème qui a été mal géré au début, et la solution a été les accords d'Alger. Où pratiquement tous les antagonistes se sont retrouvés à Alger, ont accepté un mode d'emploi, si je peux dire, un modus, pour régler ce problème-là et reprendre une intégration réelle du Nord et du Sud à travers des actions sociales, politiques, économiques, organisationnelles, d'intégration à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je dis que c'est la solution, d'abord, parce qu'il faut d'abord régler ce problème entre le Sud et le Nord, ensuite régler le problème pour le Mali d'une manière générale. Ils ne trouveront personne, et je dis bien personne, à leur écoute que nous, leurs frères algériens. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Monsieur le Président, un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest ont modifié récemment leur constitution pour pouvoir se présenter, pour que les présidents se présentent à un 3e mandat, peut-être inspiré par les révisions constitutionnelles ou les modifications législatives en Russie et en Chine. Y voyez-vous un danger dans l'édification de la démocratie sur le continent? Vous savez, je m'interdis de juger mes pères africains. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. On a vu comment on est arrivé à là où nous sommes arrivés à cause de ces prolongements successifs. Le président Zarwal, que Dieu lui prête toute la santé nécessaire, avait fixé à 2 mandats. On n'avait pas à en sortir, chez nous. Moi, j'y tiens personnellement. Je tiens au maximum à 2 mandats. 2 mandats aussi bien pour le président que 2 mandats pour les députés, 2 mandats même au niveau local. Je pense que c'est suffisant. 10 ans, quand on a des idées à exprimer, on a suffisamment de temps pour les exprimer. Si on a un schéma de développement, un schéma politique à présenter, 10 ans, c'est largement suffisant pour convaincre les gens d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais je pense que la Constitution doit être un document sacré. Sacré. Vous savez, moi, ce qui m'a fait plaisir dans le Hirak, chez nous, Béni, en février, c'est la première fois qu'un peuple africain, arabe, sort dans la rue se prévalant de la Constitution. C'est énorme, c'est un pas énorme vers la constitutionnalité de tous les actes politiques et économiques. Si le peuple respecte la Constitution, encore plus, les dirigeants doivent respecter la Constitution. Je ne jette la pierre à personne. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut être philosophique pour certains. C'est une réalité nationale algérienne. Plus jamais personne n'osera toucher la Constitution pour un 3e ou 4e ou 5e mandat. Monsieur le Président, la Libye connaît une crise majeure depuis 2011 qui n'a pas connu son épilogue. Comment parvenir
à trouver une solution à cette crise libyenne alors que les médiations se multiplient, sans vraiment de résultats? Vous savez, lorsque une crise prend l'ampleur de la crise libyenne, un État, en dehors de ses frontières, de ses limites territoriales, où il n'y a pratiquement plus d'institutions, aucune institution. Parce que déjà l'héritage n'était pas institutionnel avant la révolution libyenne. Vous savez, faire de l'agitation diplomatique, essayer de donner de l'aspirine à un corps totalement métastasé, et tout le monde sait que ça ne donnera absolument rien. Le seul moyen de reconstruire la Libye, c'est de commencer par le commencement, la légitimité populaire. Organiser des élections, quelles qu'en soient les difficultés, à organiser ces élections-là, quitte à les organiser région par région, mais il faut une émanation populaire légitime, élue par tout le peuple libyen. Ensuite, la démarche commence pour la constitution, pour la construction, pardon, de toutes les institutions libyennes. On aura l'Assemblée nationale, il y aura l'élection d'un Premier ministre, d'un chef du gouvernement, ou peut-être même directement d'un président de la République, revoir la Constitution, sur la base de la Constitution, revoir l'équilibre des forces politiques en présence pour asseoir de bonnes relations entre les différentes institutions et le respect entre les différentes institutions d'un État. Ça prendra du temps, ça prendra 3 ans, peut-être 4 ans, mais ça fait 9 ans que le monde qui s'intéresse à la Libye patauge dans des petites solutions qui n'ont rien donné et qui ne donneront absolument rien. C'est ça notre point de vue. Vous avez eu de nombreux entretiens avec le président Macron ces dernières semaines, portant notamment sur la Libye et sur le Mali. Dans ces 2 pays où vos États ont de l'influence politique, souhaitez-vous travailler de concert avec la présidence française à la résolution de ces crises? J'ai confiance en le président Macron. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Reste qu'il y a des lourdeurs, peut-être qui le freinent de temps en temps. J'ai vu, en ce qui nous concerne, ce qui concerne nos relations bilatérales, il est allé assez loin, souvent. En ce qui concerne la gestion de la Libye, du problème de la Libye, du Mali, je pense que les visions sont assez proches. Reste que nous, notre vision est purement fraternelle. On n'a aucune ambition, et je le dis de la manière la plus officielle. Nous n'avons aucune ambition ni géopolitique, ni économique, nous avons une vision de sauvetage de nos frères au Mali et en Libye. La vision, qui ne tient pas uniquement au président de la République française, il ne faut pas être naïf pour eux, peut-être est une vision de puissance, ex-puissance coloniale peut-être, une vision qui peut, mais l'objectif est le même, l'objectif est de stabiliser le Mali, de travailler dans le Mali, d'aider les Maliens, nos frères maliens, à lutter très sérieusement pour éradiquer le terrorisme chez eux. Les manières, vous savez, dans le même pays, il peut y avoir des visions différentes selon un état-major ou un autre. Mais l'objectif est le même, c'est de stabiliser. Je suis sûr que le président Macron a de très bonnes intentions vis-à-vis du Mali. Nous aussi, on peut travailler ensemble à stabiliser sans que les intérêts des uns soient antinomiques ou gênent les intérêts des autres. En partenaires égaux, et je maintiens égaux. Monsieur le Président, je vous remercie. Je tiens aussi à remercier les équipes techniques de la présidence à Alger qui nous ont aidés à réaliser cette interview qui a été enregistrée la veille de notre conférence. Merci infiniment, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Je profite de l'occasion pour vous dire toute l'estime et toute la confiance que j'ai en l'opinion. Merci.